Radio Saint-Gabriel. Bonjour chers auditeurs, vous êtes sur Radio Saint-Gabriel, radio catholique de Guyane depuis 25 ans, en live sur le 94.4 à Cayenne, 90.3 de Kourou jusqu'à Sinnamary, 95.7 à Saint-Laurent-du-Maroni et également sur YouTube, Facebook et la Web TV. Et vous écoutez Un moment avec notre évêque. Bonjour Monseigneur. Bonjour à toi cher Patrick et puis bonjour à vous chers amis auditeurs de Radio Saint-Gabriel. Comment allez-vous Monseigneur? Ça va bien, grâce à Dieu. Donc voilà, on est debout et on continue d'avancer. Je crois que vous avez une actualité très chargée. Très intéressante en effet cette semaine. Alors pour retenir 2 points, tout d'abord peut-être cette rencontre à Cacao qui m'a beaucoup touché puisque c'était la décoration d'un monk. Un monk qui avait aidé les Français pendant la guerre d'Indochine, qui s'était battu aux côtés des Français, qui a 102 ans, bientôt 103, mais qui est d'une souplesse, d'une jeunesse incroyable. Il faut voir comment il est souple, comment il monte les escaliers. Enfin, c'est incroyable. C'est vraiment un jeune homme de 103 ans bientôt et qui a été décoré par le préfet pour l'aide qu'il a apportée à l'armée française, mais au-delà, pour tout ce que les monks ont fait pour les Français. Ils ont sauvé énormément de soldats français et ils se sont mis en danger eux-mêmes. Ils ont pris de gros risques. Ils ont vécu des choses pour certains extrêmement difficiles, des marches de plusieurs centaines de kilomètres dans la forêt, dans des conditions épouvantables, parce qu'ils étaient persécutés et poursuivis par notamment les Japonais d'abord, ensuite les Vietnamiens. Ça a été vraiment des choses vraiment extrêmement difficiles auxquelles ils ont été confrontés. C'est vraiment un peuple qui a énormément souffert. Ils ont payé le prix fort, beaucoup sont morts. Et puis, heureusement, il y a des survivants. Et en Guyane, nous avons des survivants, notamment, et les descendants de ces survivants, notamment à Cacao, mais également à Javoué. Donc, c'était un très bon moment. Il y avait de nombreuses personnalités qui étaient venues pour honorer les monks, donc ceux qui étaient tombés au combat, cet homme, ce centenaire, ce plus que centenaire, et aussi la communauté monk dans son ensemble, qui est héritière de tout ce passé, de toute cette histoire. C'est une première partie d'actualité quasi internationale, avec, en plus de cette rencontre avec le peuple monk, la rencontre avec l'évêque de la Mapa, mercredi. Voilà, donc ensuite, effectivement, mercredi, j'étais à Saint-Georges avec une délégation de la Guyane, donc laïque, religieuse, prêtre, et religieux aussi, et nous avons rencontré une délégation du Brésil, plus précisément du diocèse de l'Amapá, son évêque en tête, avec des prêtres, des religieuses, des laïcs également, notamment autour de ce réseau panamazonien qu'on appelle le REPAM, qui est un réseau qui a pour but de promouvoir le développement humain intégral, donc dans le cadre d'une écologie intégrale, donc tel que le Saint-Père, le pape François, l'a préconisé dans l'encyclique Laudato Si. Donc c'était vraiment une journée de travail. Nous sommes partis la veille et nous avons travaillé toute la journée. C'était vraiment très intéressant, très enrichissant. Et donc nous avons aussi célébré ensemble la messe dans les 2 langues, français et portugais. Donc c'était vraiment un moment fraternel et puis qui nous laisse espérer un travail commun ensemble pour essayer de faire avancer les choses dans nos régions, en Amazonie d'une manière générale. Et maintenant, le diocèse est en train de préparer la journée diocésaine des jeunes du 1er juin. Oui, donc cette semaine, il y a à l'initiative du père Ludovic, donc il y aura une journée de travail, voilà, je pense bilan également, projection aussi pour l'année à venir. Donc voilà, une journée de travail pour faire le bilan encore une fois et puis dessiner les traits de la pastorale de l'année prochaine, la prochaine année pastorale. Dans votre actualité, toujours à souligner ce congrès eucharistique à Saint-Louis-de-Myrza du 29 mai au 2 juin. Alors voilà, c'est l'équipe de la paroisse de la cathédrale, donc qui aussi gère la paroisse de Myrza avec les religieuses qui sont là, 3 religieuses qui sont de la CMDA.
et qui ont donc monté cette opération donc de congrès eucharistique pour mettre l'accent sur l'importance de l'Eucharistie, justement à l'approche de la fête Dieu qui clôturera ce moment, donc avec une grande procession qui partira de Saint-Martin-de-Porres et qui aboutira à Mirza. Donc ça va être quelque chose de très sympathique, de très beau, avec des adorations, des temps de prière, etc. Et donc voilà, et puis ça se clôturera donc par cette procession et puis les messes, les vêpres solennelles, donc qui auront lieu à Mirza. Merci pour votre actualité, Monseigneur. Penchons-nous maintenant sur l'actualité guyanaise. Saint-Laurent-du-Maroni, qui ne cesse de faire parler de lui, voilà, l'a qualifié de bombe sociale à retardement dans une dépêche de l'AFP du 28 mai. Et oui, donc cette réalité que nous côtoyons de près, nous qui sommes ici en Guyane, eh bien même à l'extérieur, eh bien les gens se posent des questions, les gens se rendent bien compte que c'est une situation explosive et qu'il va falloir vraiment se pencher sur cette question, qui est à la limite un petit comité qui dépasse le cadre politique, hein, parce que il n'y a pas que ça, pas que cet aspect-là. Bien sûr, il est important. La question de sécurité, c'est avant tout, on va dire, une compétence régalienne, donc de l'État, certes, mais et aussi donc de ses délégués, hein, donc les collectivités qui sont comme la mairie, qui a aussi une police municipale, certes. Mais on voit bien que ça va au-delà, quoi. Cette violence aveugle à laquelle nous assistons si souvent dans cette région, cette multiplication d'actes de violence appelle une action en profondeur. Je dirais, il s'agit d'aller à la source même de cette violence et tarir dès la source donc de cette violence. Et ça a donc un aspect, on l'a dit, politique. Mais ça a aussi un aspect social, mais ça a aussi un aspect religieux et moral. Donc je pense que même le travail que nous avons fait avec le Brésil du côté de notre frontière de l'Est, à Saint-Georges, il faudra qu'on le fasse également. J'ai déjà invité d'ailleurs l'évêque de Paramaribo, donc qui est notre voisin du côté de l'autre côté, du côté de l'Ouest, donc avec le fleuve Maroni qui nous sépare, comme le fleuve Oyapock nous sépare de l'Amapá, eh bien, il est absolument essentiel que nous puissions travailler aussi en commun et mettre en place des principes éducatifs dans nos églises, mais aussi dans les écoles, dans nos écoles catholiques, pour essayer de voir comment on peut tarir dès l'enfance, à travers une éducation appropriée, cette violence aveugle qui est déshumanisée, déshumanisante, et qui augure effectivement de lendemains extrêmement inquiétants, et pour ne pas dire plus. Oui, l'Ouest a été très éprouvé récemment. On ne va pas revenir sur l'assassinat de Madame Tarsis et tout, mais le 22 mai, il y a eu un braquage à Saint-Laurent, et le 24 mai, un autre à Apatou. Oui, ça se multiplie. C'est tout le temps qu'on entend ça. On finit par s'y habituer, mais il faut bien se rendre compte que l'occurrence, c'est-à-dire le nombre de fois où ça arrive est 10 fois plus important que ce qui se passe, par exemple, en France métropolitaine. Donc c'est une situation qui est plus qu'alarmante. Elle dépasse les standards habituels. Et donc c'est pourquoi je disais tout à l'heure qu'il va falloir vraiment qu'on travaille sérieusement là-dessus et dans tous les secteurs, et que peut-être qu'il y a un comité je dirais, qui intègre la société civile, qui intègre les religions, si je puis parler ainsi, et singulièrement l'Église catholique qui est présente sur les deux rives, pour travailler ensemble et voir quelles perspectives on peut faire, enfin écrire une sorte, on parle de livre blanc, enfin bon, rédiger des préconisations qui auraient des incidences au niveau notamment éducatif, mais également peut-être aussi des protections, enfin des conseils à donner aux populations pour se prémunir contre ces agressions qui se renouvellent sans cesse et qui se répètent continuellement. Donc il y a des mesures à prendre, et c'est pas seulement un renforcement des moyens policiers, il y a, encore une fois, même si on ne peut pas exclure non plus cet aspect. Alors, toujours en termes d'insécurité, il y a une
une profession qui est assez sinistrée dans ce domaine-là, c'est celle des professionnels de santé, et notamment les infirmiers libéraux, qui sont parmi les premiers à être touchés par l'insécurité en Guyane. Fin mai vont avoir lieu une série d'entretiens avec l'ARS et les forces de l'ordre pour trouver des solutions justement à la sécurité de ces infirmiers libéraux. Là, on a un vrai problème, hein. Donc il y a la question des infirmiers libéraux, et puisque nous parlions de l'Ouest, il y a aussi, nous le savons, un très grand turnover de personnel médical dans les hôpitaux. Et si la situation sécuritaire se dégrade, et en tout cas, on a déjà une très mauvaise réputation avec notamment cette dépêche de l'AFP, ça veut dire qu'on aura de plus en plus de mal à recruter des personnels, même si c'est pour 1 an, 2 ans. Hein. Ça va être de plus en plus difficile parce que les gens auront peur de venir à Saint-Laurent, et où se trouve donc le CHU, le CHOG. Donc là, on a un vrai problème. Et pour ce qui est des infirmières libérales dont on a besoin au quotidien pour apporter les soins du quotidien à des malades qui ont besoin de ces visites quotidiennes, pour certains, là on a un vrai problème. Est-ce qu'on peut envisager qu'il y ait une troupe qui accompagne chaque infirmier pour aller chez les malades? On voit bien que c'est pas possible. Donc là, là encore, je le disais tout à l'heure, il faut vraiment qu'on se mette ensemble et qu'on réfléchisse, parce que là, nous touchons le fond. Et les perspectives d'avenir sont, encore une fois, extrêmement inquiétantes. Et encore une fois, je pèse mes mots, je pourrais dire davantage. Je pourrais employer des termes beaucoup plus graves et solennels qu'inquiétants. Voilà. Alors les carences des professionnels de santé et leur recrutement au profit de la Guyane, c'était tout l'objet du salon Santé Expo, qui a eu lieu du 21 au 23 mai 2024 à Paris, porte du Versailles, pour effectivement recruter et attirer des professionnels de santé sur notre beau territoire guyanais. Alors, à ce propos, je signale que depuis mon arrivée, donc j'ai rencontré un petit comité qui travaille sur cette question en Guyane, dans le cadre de l'Église. Hein, nous avons donc nos établissements et nous voulions monter dans un post-bac, donc une école de sages-femmes ici en Guyane. Nous étions prêts, nous avons pratiquement tout pour commencer. Nous pourrions commencer déjà cette rentrée 2023, mais malheureusement, il y a eu des freins. Je ne vais pas les nommer par respect pour ces personnes, mais qui ne nous ont pas permis d'ouvrir cette école. Alors que nous ne voulons pas être en concurrence avec qui que ce soit, et nous sommes prêts, si d'autres le font, à nous retirer dès qu'ils seront prêts à prendre le relais. Donc nous sommes une force de proposition, nous aimons la Guyane et nous voulons servir la Guyane, c'est tout. On ne veut pas prendre la place des autres, on veut pas s'enrichir non plus. Hein, vous voyez, c'est des dépenses aussi qu'on fait. Vous voyez, c'est parce que on veut apporter des solutions à notre pays, et nous voulons aussi permettre à des jeunes locaux de trouver des emplois. Et on voit bien que si nos jeunes, par exemple, les jeunes filles sont formées comme sages-femmes, on voit tout de suite qu'on n'aura plus ce problème de turnover incessant, c'est-à-dire que les gens tous les ans, tous les 2 ans, partent. Ils viennent 1 an, ils viennent 2 ans et ils repartent. Et donc un suivi dans ces conditions est en pointillé. On ne peut pas suivre les femmes de façon sérieuse quand vous êtes présent seulement 1 an ou 2. Donc là, on aurait des personnes qui pourraient suivre vraiment les mamans sur de longues périodes. Et ce serait donc bien plus intéressant pour la santé de nos mamans, bien plus intéressant aussi pour notre jeunesse qui pourrait trouver des débouchés locaux, puisqu'on sait qu'on est là, après Mayotte, c'est la Guyane qui a les plus grandes maternités les plus importantes de France. Donc là, on avait voyez, on pouvait apporter quelque chose. Et nous avions aussi d'autres perspectives également. Mais bon, là encore une fois, on a été freiné. Je ne dirai pas plus, encore une fois, par respect pour les uns et les autres. Alors ce sujet de la santé, on le retrouve dans l'actualité nationale, avec la grève multifactorielle des pharmaciens qui a eu lieu le jeudi 30 mai. Multifactorielle pour de nombreuses raisons que vous avez développées, monseigneur, en disant 2000 officines ont fermé en France. Oui, alors effectivement, alors est-ce que c'est dû au fait qu'il y a peut-être trop d'officines? Ça peut être aussi une des raisons. Hein. Est-ce que c'est parce que les charges patronales sont trop importantes? C'est aussi une des possibilités. Est-ce que c'est parce que les plus-values sur les médicaments sont très faibles, avec les génériques notamment? Est-ce que c'est parce que les pharmacies donc sont ouvertes moins longtemps, donc il y a moins de permanence, notamment de nuit?
Est-ce que c'est parce qu'il y a des ruptures de stock et que par conséquent on ne peut pas vendre un certain nombre de médicaments que les gens viennent chercher et donc ça fait baisser le chiffre d'affaires de la pharmacie? En fait, il y a plusieurs facteurs. Je ne les maîtrise pas tous, je ne les connais pas tous. Cela dit, pour parler de ce dernier facteur, c'est sûr que autrefois on avait ce qu'on appelait dans nos pharmacies des préparateurs en pharmacie qui secondaient le pharmacien et qui était en mesure de fabriquer des médicaments. Il connaissait les proportions, donc il pesait les différents composants. Il fallait bien mesurer ça au gramme près, évidemment, au centigramme, au milligramme près. Et puis, on faisait des mélanges et on faisait des médicaments sur place. Maintenant, ça n'existe plus. Et même les médicaments sont fabriqués à l'étranger, même pas en France. Et donc, dans les cas, on a vu avec l'épidémie du Covid, c'était compliqué d'avoir ne serait-ce que des efferalgans, vous voyez, qui est quand même une molécule de base, une des plus consommées au monde. Donc, ça montre bien qu'on était dans une espèce de fonctionnement qui ne marche pas, qui n'est pas intelligent, en voulant que les usines soient hors de France et que se contenter des services, de prendre des plus-values sur ce que faisaient les autres, c'est très dangereux. Ça ne peut marcher qu'un temps et après, une fois que les gens ont tout le marché, que vous n'avez plus rien, que votre industrie s'est écroulée, eh bien, ils remontent les prix ou bien ils servent prioritairement les amis ou se servent eux-mêmes en cas de besoin et vous passez après, si vous avez encore la chance d'avoir les médicaments un jour. Donc là, on voit bien que ce système ne fonctionne plus et donc il faut de nouveau réinvestir localement la production de médicaments de base pour qu'on ne se retrouve plus dans des situations de rupture de stock telles qu'on les a connues. Bon, je ne suis pas sûr d'avoir répondu à votre question parce qu'encore une fois, je ne maîtrise pas tous les tenants et aboutissants. Maintenant, voilà, c'est tout ce que je peux dire sur le sujet. Merci, Monseigneur. À l'initiative des Républicains, une volonté d'encadrer la transidentité des mineurs. Alors, certains y voient une offensive transophobe, libertarisme, la liberté totale, ou une loi protectrice pour les mineurs. Il est évident que c'est une loi protectrice pour les mineurs et que nous étions là encore une fois dans un délire absolu de la part de personnes qui n'ont plus de repères philosophiques solides, de repères spirituels solides et qui sont les jouets des théories à la mode, des idéologies à la mode, en l'occurrence la théorie du genre, qui est une folie absolue. Et d'ailleurs, des pays comme l'Angleterre, nous l'avons dit déjà, je crois, lors de l'émission précédente, et également du côté de la Suède, reviennent sur cette folie parce qu'ils ont bien vu que ça marche pas. Ils ont des procès, les États ont des procès maintenant de personnes qui ont fait cette transition de genre pendant leur minorité et qui maintenant le reprochent à l'État et les mettent et à l'État devant la justice pour les avoir laissé faire cette bêtise. Et même s'ils s'en aperçoivent pas toujours, mais à un moment, leur réalité revient à la figure, même si c'est 20 ans après. La plupart, on a constaté effectivement 20 ans après, ça revient à la figure et les gens remettent en question, beaucoup d'entre eux en tout cas, cette transition de genre. Donc, par prudence, les États ont compris que ces procès se multipliant, qu'ils ne pourraient pas assumer de tels procès à l'avenir, donc ils ont mis un terme à cette folie. Et donc, c'est normal que la proposition du parti LR arrive, et on ne peut que le féliciter pour cette proposition, parce que c'est tout à fait normal, c'est une proposition de bon sens, pour que la France ne se lance pas dans cette voie sans issue, puisqu'on voit bien que les pays qui l'ont mis en œuvre ont échoué, ils reviennent dessus. Donc ce serait quand même d'une stupidité inouïe que de continuer sur cette voie, puisqu'on voit bien que les autres se cassent la figure. Donc pourquoi se casser la figure aussi quand les autres qui sont devant ils sont entrés dans le mur. Donc pourquoi aller nous aussi dans le mur? Il faut freiner et changer de direction. C'est du bon sens. Donc on ne peut que féliciter l'auteur de cette proposition de loi. Merci Monseigneur. Dans l'actualité internationale, ce rapport d'Amnesty International sur le recours à la peine de mort, plus 30% d'exécutions entre 2022 et 2023, et plus 20% de peine capitale prononcées dans le monde. Alors les pays, on les connaît, l'Iran, les USA, la Chine, l'Arabie Saoudite et la Somalie. C'est encore surprenant au XXIe siècle. En effet, c'est encore surprenant. C'est sûr qu'il y a des époques où la peine de mort ne choquait personne. On a eu des saints qui ont été exécutés
Je pense à Jacques Fesch, par exemple, qui avait tué un policier, qui pour cela avait été condamné à mort et exécuté par la guillotine. Hein. On lui a coupé la tête, comme ça se faisait en France dans les années 50. Et Jacques Fesch, eh bien, en prison, s'est converti et est mort en odeur de sainteté. Il n'a pas été gracié parce qu'il avait tué un policier, même si c'était involontairement. Il avait tiré au jugé, il était myope, il n'avait pas ses lunettes. Donc, mais en France, on ne rigolait pas avec la mort d'un policier, et donc la sentence était inévitable à cette époque. Donc, on comprend bien la logique des autorités qui voulaient faire un exemple et dissuader les personnes de s'en prendre à l'autorité, et notamment telle qu'était incarnée dans les policiers. Donc c'est sûr que la peine de mort avait cet effet, on l'espérait, dissuasif, et évitait que beaucoup de délinquants passent à l'acte, notamment en tirant sur des policiers, en commettant des délits graves. Donc il y a des pays qui considèrent aujourd'hui encore que c'est une solution qu'ils ne peuvent pas écarter, y compris les États-Unis, que quand on commet des fautes graves, des meurtres, des choses voilà, extrêmement graves, eh bien, on peut subir la peine de mort et c'est censé avoir un effet dissuasif. Alors maintenant, est-ce que c'est vrai qu'il y a un véritable effet dissuasif? Beaucoup en doutent, parce que lorsqu'on est pris dans la passion, dans l'émotion du moment, eh bien, parfois on peut poser des actes qui sont pas réfléchis, et donc on pense pas aux conséquences. Donc c'est pas sûr que la peine de mort soit véritablement dissuasive. Donc par conséquent, on comprend aussi la position inverse qui est soutenue par l'Église de renoncer complètement à la peine de mort, d'interdire la peine de mort, en tout cas de promouvoir son interdiction, parce que on estime que dans l'Église et beaucoup de personnes de bonne volonté estiment que la dignité de la personne humaine est telle que on ne peut pas toucher à sa vie, lui prendre la vie. Sa vie est sacrée, sa vie ne nous appartient pas, même si elle-même a pris la vie d'autrui. Vous voyez, donc c'est un principe qui est mis en place, et on aimerait que ce principe d'ailleurs soit également respecté pour les enfants à naître et pour les personnes en fin de vie. Vous voyez, puisque ce principe est battu en brèche. Et on peut se poser la question d'ailleurs, si ce principe est battu en brèche au début de la vie et à la fin de la vie, est-ce que on n'ouvre pas la porte aussi à d'autres manières de prendre la vie et à d'autres âges? Donc, c'est extrêmement délicat. Alors, maintenant... Insécurité, peine de mort, on va laisser un petit peu de côté ces sujets graves pour contraster avec un sujet un peu plus allant pour l'humanité, va-t-on dire, Gliese 12b. C'est le nom d'une exoplanète découverte à plus de 40 années-lumière de la Terre. Alors, exoplanète veut dire que c'est une planète qui a des conditions de vie pour l'homme qui seraient similaires à celles de notre planète Terre. Alors, c'est pas exactement la définition d'une exoplanète, Patrick. Une exoplanète, c'est une planète qui est hors de notre système solaire, qui est dans un autre système solaire. Voilà, qui tourne autour d'un autre soleil que le nôtre. Continuez. Donc, je savais que vous étiez un scientifique. Donc, est-ce que ça va ouvrir des perspectives pour l'humanité, peut-être? Parce qu'en 1800, on était quand même 1 milliard d'habitants, 1 milliard d'humains sur Terre. En 2022, 8 milliards. Et en 2050... on serait 10 milliards. Alors, Patrick, là, vous me faites penser à Elon Musk qui veut que la race humaine soit une espèce multiplanétaire. Ça veut dire qu'elle ne se contente pas de vivre sur une seule planète, mais qu'elle vive sur d'autres planètes également. Alors, c'est le rêve de l'humanité depuis toujours, pas seulement d'Elon Musk. Hein. Je pense que dès qu'on a su qu'il y avait d'autres systèmes solaires, qu'il y avait d'autres planètes qui tournaient autour de ces systèmes solaires, et même avant même qu'on en ait la certitude absolue, la science-fiction en parlait déjà à longueur de page et dans des milliers de romans. Moi, j'en ai lu plein dans ma jeunesse à une époque où on n'avait aucune certitude concernant l'existence de planètes extrasolaires. Certains pensaient même qu'il y avait de planètes qu'autour du Soleil et seulement autour du Soleil, et que les autres étoiles n'avaient aucune planète autour. Et ce n'est que dans les années 90 qu'on a commencé à découvrir, à repérer des planètes, et depuis, il y en a des milliers, on en découvre tout le temps. Donc on sait que
autour de chaque soleil, pratiquement, il y a effectivement des planètes. Et il y en a des milliards de milliards de milliards. Et donc, dans notre galaxie, qui est donc la Voie lactée, il y a à peu près entre 200 et 300 milliards d'étoiles. Et donc, chacune de ces étoiles a des planètes autour. Et donc, si vous faites le calcul, eh bien, c'est absolument astronomique, et c'est le cas de le dire. Donc, il est probable qu'il y ait effectivement des planètes sur lesquelles la vie soit possible. Cela dit, elles sont probablement très rares. Parce que pour qu'une planète soit habitable, il faut qu'elle soit ni trop proche de son Soleil, ni trop éloignée de son Soleil. Vous voyez tout de suite pourquoi. Quand elle est trop proche, c'est le cas de Mercure, température extérieure 450 degrés. Vénus aurait pu être dans la zone habitable, elle n'est pas tellement proche que ça de son Soleil, mais le problème c'est qu'elle a une atmosphère trop dense et avec beaucoup de gaz carbonique, et donc ça fait un effet de serre et qui fait que la température est encore plus élevée que sur Mercure, bien qu'elle soit bien plus éloignée et qu'elle soit supposée être dans la zone habitable. Donc là c'est pas du tout habitable, hein, parce qu'il fait plus de 450 degrés à la surface de Vénus, donc c'est tout simplement impossible d'y vivre. Mars aussi est dans la zone habitable, mais cependant, sur Mars, on peut pas vivre parce que l'atmosphère est n'est pas suffisante, elle est trop fine. C'est exactement le contraire de Vénus. Elle est 1/100 de l'atmosphère terrestre en termes de densité, et puis elle n'a pas surtout le bouclier électromagnétique que nous avons, puisque nous avons un noyau terrestre qui tourne pas à la même vitesse que la planète et qui produit un champ électromagnétique, lequel nous protège des rayonnements solaires et des rayonnements qui viennent de la galaxie, des autres étoiles et des autres galaxies, qui sont un rayonnement extrêmement néfaste pour la vie et qui pourrait provoquer de multiples cancers, et la vie ne pourrait pas tenir longtemps, en tout cas la vie telle que la nôtre, hein, la vie des mammifères, des êtres un peu développés, ne pourrait pas subsister longtemps face à au rayonnement cosmique. Donc il faut absolument avoir cette protection, ce bouclier protecteur qu'est ce champ électromagnétique. Donc il faut ni être trop proche de son Soleil, ni être trop loin. Il faut être à la bonne distance. Il faut avoir une atmosphère qui permette qu'il n'y ait pas d'effet de serre, mais juste ce qu'il faut pour qu'il y ait une température, oui, un petit effet de serre, mais pas trop important, pour qu'il y ait une température qui permette à l'eau de rester liquide, c'est-à-dire ni de la glace, ni de la vapeur. La vapeur d'eau, vous savez, l'eau se transforme en vapeur à partir de 100 degrés. Donc, il faut que ça puisse rester à l'état liquide. Il faut une pression aussi suffisante. Donc la densité de l'atmosphère doit être suffisante aussi pour que précisément l'eau puisse rester justement également se regrouper. Parce que c'est pas seulement la température qui fait que l'eau devienne de la vapeur. Eh bien, si l'atmosphère est trop fine, comme c'est le cas sur Mars, eh bien, il peut pas y avoir d'eau liquide. Elle se vaporise, puisque l'atmosphère ne la contraint pas ne contraint pas les molécules à rester ensemble, les molécules d'eau. Donc, il faut également qu'il y ait autour de cette planète un satellite qui modère sa rotation. Il faut pour que la rotation ne soit pas trop rapide ni trop lente. Et donc, la Lune joue un effet modérateur, et donc elle joue un rôle très important pour nous. Sans la Lune, c'est pas sûr que la vie puisse se dérouler, puisse exister sur la Terre. Donc, il y a énormément de conditions qui sont nécessaires pour que la vie apparaisse la vie soit possible sur une planète. Mais au vu du nombre astronomique, comme nous le disions tout à l'heure, de planètes, il est possible effectivement qu'il y ait des planètes qui soient habitables. Alors reste la question d'y aller. Vous savez que les planètes les plus proches de nous tournent autour de Soleil qu'on appelle, c'est un système double, je crois, donc il y a deux étoiles qui tournent l'une autour de l'autre. La plus proche de nous s'appelle Centauri, Proxima du Centaure, donc ça s'appelle Proxima, Centauri. C'est Proxima du Centaure, c'est celle qui est la plus proche, c'est pour ça qu'on dit proche, et du Centaure parce qu'elle est dans la constellation du Centaure. Et cette planète, elle est à 4 années-lumière à peu près, mais il faut 60 000 ans pour y aller avec nos capacités actuelles. Donc autrement dit, c'est juste pas possible. Et on n'est pas sûr qu'elle soit, celle-là, habitable. Donc les planètes qui tournent autour, on n'est pas sûr qu'elles soient habitables. Donc pour l'instant,
on a de gros défis à relever. D'abord, repérer les planètes qui soient effectivement similaires à la Terre et qui soient effectivement habitables. C'est pas facile. Et bon, il faudra probablement d'autres télescopes que James Webb, ce qui est déjà qui pourra peut-être nous aider à cerner des planètes comme celle-là, mais on va voir. Et puis, justement, la planète à laquelle vous faites référence, on va bientôt tourner James Webb vers elle pour qu'il puisse nous dire s'il y a des conditions de vie possibles sur elle. Par ailleurs, il faudra aussi donc qu'on résolve le problème du transport. Comment y aller? Avec de nouveaux moteurs, avec des vitesses beaucoup plus rapides, qui soient proches de la vitesse de la lumière. Voilà, donc, ou alors trouver un moyen de traverser l'espace autrement, c'est-à-dire, vous savez que l'espace, la matière, enfin, c'est comme une espèce de gelée en fait, et donc il faudrait que cette gelée, elle est malléable d'une certaine façon, et alors on peut la recourber, on peut avoir des raccourcis éventuellement à travers cette gelée, donc il y a peut-être des perspectives que nous maîtrisons pour l'instant, que nous ne sommes pas en mesure de gérer pour l'instant. Vous savez qu'autrefois, on se déplaçait seulement par bateau. On n'avait pas l'idée de pouvoir profiter de la troisième dimension, qui est celle de l'air, hein, et donc de voler, de faire voler des passagers. On a réussi à le faire. Et donc, il est possible qu'on puisse utiliser une autre dimension de l'espace, puisque il n'est pas sûr que l'espace ne soit que de 3 dimensions, plus la dimension temporelle, mais ça c'est autre chose, c'est une dimension particulière, n'est pas spatiale. S'il y a d'autres dimensions dans l'espace, eh bien peut-être qu'il y a des moyens. Si par ailleurs il y a des masses négatives, ce que certaines hypothèses disent également, il n'est peut-être pas impossible non plus de voyager peut-être plus vite que la lumière. Donc il y a plein de paramètres que nous ne maîtrisons pas aujourd'hui parce qu'on ne sait pas. On ne sait pas s'il y a de l'énergie noire ou si c'est plutôt de la masse négative qui provoque les effets surprenants que nous constatons en physique aujourd'hui. Donc il y a plein d'énigmes qu'on n'est pas en mesure de résoudre et peut-être que la résolution d'une de ces énigmes permettra le voyage interstellaire, c'est-à-dire le voyage entre les étoiles qui pour l'instant n'est pas possible, comme on va dire dans l'Antiquité, il n'était pas possible d'envisager de traverser l'océan Atlantique, par exemple. Mais bon, on a bien vu que c'est devenu possible avec Christophe Colomb et même que maintenant on peut le traverser en quelques heures avec des avions. Donc, Christophe Colomb, c'était 2-3 mois. Mais maintenant, on peut, avec des avions, bien faire la traversée en quelques heures, n'est-ce pas? Donc, il n'est pas exclu qu'à l'avenir, l'espèce humaine, pour répondre à votre question, Patrick, devienne une espèce multiplanétaire et que nous puissions bien aller fonder des diocèses dans les nouvelles planètes qui vont être découvertes. Bon, la colonisation n'est pas pour demain, donc je vous invite, monseigneur et chers auditeurs, à revenir tous sur Terre. Et en Guyane. En Guyane. Pour évoquer un sujet d'actualité politique de ce week-end, des élections européennes. Voilà, dans toute l'Europe, des jeunes catholiques invitent à voter pour s'exprimer sur les conflits, la dignité humaine et remporter ces batailles. Voilà, éviter les conflits et assurer à l'homme sa dignité. Voilà, je crois que c'est aujourd'hui un des aspects qui n'était pas le cas il y a quelques années, enfin je veux dire il y a 30 ans, il y a 20 ans, c'était pas du tout le cas quand on allait voter. Bon, on avait des options politiques, libéralisme, conservatisme, des choses comme ça qui étaient plus conservatisme et libéralisme, et puis de l'autre côté contrôle de l'État, donc plutôt les partis de gauche, voyez, donc essayer de viser un certain égalitarisme, donc une redistribution des richesses. Donc tout ça, c'était des clivages qu'on avait il y a encore 20 ans. Hein. Et puis là maintenant, on est entré dans d'autres considérations, notamment avec ces questions de loi sociétale et qui changent un peu la donne et qui changent
les zones de fracture, les zones de clivage, en fait. Hein, les lignes de clivage ne sont plus les mêmes qu'il y a 20 ans, qu'il y a 30 ans. Et donc, par exemple, pour nous chrétiens, se pose la question de ces lois sociétales avec lesquelles nous ne sommes pas d'accord. La loi dont vous parliez tout à l'heure qui sont en cours, enfin on en a parlé la fois dernière, sur la fin de vie, dont je faisais allusion tout à l'heure, on peut pas être d'accord avec ça. Pour nous, la vie doit être respectée dès son premier instant jusqu'à la mort naturelle. Et que c'est un principe absolu, et que si on touche à ce principe, on ouvre la boîte de Pandore, et on s'ouvre à toutes les dérives possibles et imaginables et non imaginables. Donc, et encore une fois, il y a déjà des pays qui ont mis ça en œuvre et on voit ce que ça donne, que ce soit au Canada ou encore en Belgique. Donc, ça, c'est des éléments qui sont importants dans notre discernement quand on va aller voter le 9 juin. Pour nous chrétiens, on est obligé d'intégrer ça. On peut pas faire comme si ça n'existait pas. Et on peut pas être complice de ça. Donc, on a des valeurs chrétiennes et qui conditionnent notre vote. Bon, moi, je dis pas les gens d'aller voter pour un tel ou pour un tel, mais je dis voter en fonction de vos convictions chrétiennes. Ne soyez pas schizophrène. Vous pouvez pas d'un côté dire je crois en Dieu, je respecte la volonté du Créateur, et puis de l'autre valider des gens qui vont mettre en place l'euthanasie ou le suicide assisté. On peut pas valider ça. Donc il faut dire non, quoi. Voilà. Et donc voter en fonction de nos convictions chrétiennes. Les évêques ont mis l'accent, ont alerté, et les personnels de santé ont dit qu'ils sont contre, en leur très grande majorité. Et on s'obstine à cause de lobbies qui veulent faire passer la loi envers et contre tous. Et malheureusement, des politiques se font complices de cela. Écoutez les soignants, c'est eux qui sont, nous le disions la fois dernière, en contact des malades, jour et nuit. Écoutez-les. Écoutez les personnels, les gens qui sont en contact des mourants. Moi, j'ai passé 4 ans au contact des mourants. Et encore une fois, dans le cadre des soins palliatifs, personne n'a demandé à mourir. Personne. Parce qu'ils étaient aimés, ils étaient pris en compte, ils étaient accompagnés. Pourquoi ils auraient demandé à mourir? La solution de l'euthanasie ou de suicide assisté n'arrange que les autres, les bien portants, parce que ça va faire des économies pour la sécurité sociale, et ça va faire moins de déplacements pour les familles pour aller visiter les malades. Donc ça va moins de tracas. On pourra rester à la maison pour regarder des séries. Vous voyez? Donc c'est pas sérieux, vous voyez? C'est pas sérieux, c'est pas digne de la personne humaine. Et nous ne pouvons pas cautionner cela. C'est tout ce que j'avais à dire là-dessus, cher Patrick. Encore des élections, celles qui viennent d'avoir lieu en Afrique du Sud. Près de 27 millions d'électeurs appelés aux urnes, avec un risque que le Congrès national africain, l'ANC, perde sa majorité absolue. Mais il est temps, parce que il n'est jamais bon qu'un parti gouverne tout seul. Même François Mitterrand le disait, hein, il disait, il n'est pas bon qu'un parti gouverne tout seul, parce que ça peut entraîner des dérives, ça peut entraîner on va dire des magouilles, et on le voit avec l'ANC d'Afrique du Sud. Vous avez par exemple des sociétés privées qui sont tenues par des membres de l'ANC, qui gèrent par exemple la question des centrales à charbon, hein, donc qui produisent l'électricité. Vous savez qu'aujourd'hui il y a des coupures incessantes, hein, c'est tout le temps, pratiquement tous les jours il y a des coupures, il y a des délestages. Qu'est-ce qu'ils font les gars? Ils ajoutent des pierres dans le charbon, et donc quand on met ça dans la chaudière, il y a des pannes, et ensuite on fait appel à eux pour qu'ils puissent venir faire des réparations. Donc ils gagnent un fric fou, mais c'est eux-mêmes qui provoquent les pannes. Vous voyez, donc c'est des magouilles, ça se passe entre eux, et donc c'est pas bon qu'il y ait un seul parti au pouvoir pendant des années et des années. C'est bien qu'il y ait de l'alternance, parce que les opposants dénoncent, ils voient les erreurs, ils voient les fautes, et ils les dénoncent au grand public, et donc l'alternance est source de plus grande probité, de plus grande honnêteté, parce qu'on sait que l'opposant qui viendra après ne fera pas de cadeau. Tandis que si ça c'est un copain le copain qui prend le pouvoir derrière, on sera jamais inquiété, donc on est dans l'impunité la plus parfaite, et dans ces conditions, on sait que quand il y a impunité, il y a automatiquement dérive et enrichissement malhonnête. Voilà. Donc, très bonne chose que l'ANC n'ait pas la majorité absolue, qu'elle doive composer avec d'autres partis. Et moi j'espère aussi qu'il y aura une alternance
le plus tôt possible et que on va sortir de ces partis qui restent au pouvoir indéfiniment, comme on le voit en Algérie avec le FLN qui a ruiné l'Algérie, avec toutes les magouilles entre eux, voilà, les détournements des biens de l'État au profit des cadres, des caciques du parti. Donc tout ça, on connaît cette histoire-là, on le voit aussi en Iran, c'est la même chose qui se passe là-bas avec les pseudo-gardiens de la révolution. Donc dès que le pouvoir est confixé par un groupe, eh bien c'est toujours la même histoire. Que ce soit une famille, que ce soit un parti politique, une religion, en l'occurrence l'islam chiite en Iran, c'est toujours le même scénario. Le groupe dominant, le groupe de dirigeants confisque les biens, confisque les postes importants à leur bénéfice, et c'est le pays qui en pâtit. Merci pour ces commentaires, Monseigneur. Nous arrivons à l'Évangile. L'Évangile, eh bien, c'est Marc 14, versets 12 à 16 et 22 à 26. Ceci est mon corps, ceci est mon sang. Le premier jour de la fête des pains sans levain, où l'on immolait l'agneau pascal, les disciples de Jésus lui disent « Où veux-tu que nous allions faire les préparatifs pour que tu manges la Pâque ?» Il envoie 2 de ses disciples en leur disant « Allez à la ville, un homme portant une cruche d'eau viendra à votre rencontre. Suivez-le, et là où il entrera, dites au propriétaire « Le maître te fait dire « Où est la salle où je pourrai manger la Pâque avec mes disciples ?» Il vous indiquera à l'étage une grande pièce aménagée et prête pour un repas. Faites-y pour nous les préparatifs. Les disciples partirent, allèrent à la ville, ils trouvèrent tout comme Jésus leur avait dit, et ils préparèrent la Pâque. Pendant le repas, Jésus ayant pris du pain et prononcé la bénédiction, le rompit, le leur donna, et dit « Prenez, ceci est mon corps. » Puis ayant pris une coupe et ayant rendu grâce, il la leur donna, et ils en burent tous, et il leur dit « Ceci est mon sang, le sang de l'Alliance, versé pour la multitude. Amen, je vous le dis, je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai de nouveau dans le royaume de Dieu. » Après avoir chanté les psaumes, ils partirent pour le mont des Oliviers. Acclamons la parole de Dieu. Amen. Louange à toi, Seigneur Jésus. Donc là, nous fêtons la fête de Dieu. Donc c'est pour ça que nous avons ce récit de l'institution de l'Eucharistie dans cet évangile. Donc nous fêtons, nous l'avons dit tout à l'heure avec le congrès eucharistique sur la paroisse de Mirza. Eh bien, de fait, c'est la fête de Dieu, c'est-à-dire la fête de ce merveilleux sacrement où Dieu se donne lui-même à nous dans ce sacrement de l'Eucharistie. C'est un truc tellement inimaginable que nous avons de la peine à le restituer dans le langage. C'est un truc incroyable. Comment est-ce que Dieu peut-il se donner à nous dans l'Eucharistie, dans ce qu'il y a de plus simple comme nourriture, la nourriture de base à l'époque de Jésus, quoi, du pain, de la farine avec de l'eau, un peu de sel éventuellement, et encore, et on a du pain, on peut manger, on peut se sustenter. Donc la nourriture la plus élémentaire, eh bien, à travers le plus simple, le plus élémentaire, Dieu se donne. Le Dieu Tout-Puissant dans une petite hostie de 1 gramme ou de 2 grammes, je sais pas, 3 grammes. C'est juste incroyable. Et ça, c'est l'amour seul qui peut inventer des trucs pareils, quoi. C'est un amour infini, un amour total. C'est l'amour de Dieu qui veut être proche de toi, qui veut être en toi, qui veut te faire un avec toi, qui veut être ta force, qui veut être ta nourriture, parce que la nourriture donne la force. Donc, il veut te donner la force. Il veut te donner son amour, il veut être en toi pour que tu sois en lui, quoi. C'est l'union, l'amour veut l'unité, l'amour veut l'union. Donc c'est vraiment, c'est un cadeau total, absolu, puisque c'est Dieu lui-même qui se donne à toi comme un cadeau, qui se livre à toi, qui se livre entre tes mains, qui s'offre à toi. Et bien sûr, quand on s'offre, quand on se donne et qu'on n'a pas de retour, c'est un peu douloureux, hein, n'est-ce pas? Si vous aimez quelqu'un, puis vous dites voilà, je m'offre à toi, je voudrais t'épouser, je voudrais me donner à toi, parce que je t'aime, parce que, voilà, et puis la personne vous dit, dégage, je veux pas te voir, ou alors, la personne vous manifeste une indifférence totale, on se détourne de vous, ne vous répond même pas, évidemment, c'est douloureux, et pour Dieu, c'est exactement ce qui lui arrive, il se donne dans toutes les églises du monde, et plein de gens, passent devant l'église, ne regardent même pas, enfin, ils sont une indifférence totale. Ils vont pas à la messe, ils vont pas communier, ils s'en moquent totalement, ils se donnent, mais c'est en pure perte, parce que eux ne viennent pas du tout
l'accueillir et ne veulent pas se donner à lui. Donc voilà, le mystère de l'Eucharistie, le mystère de ce don merveilleux que Dieu nous fait. Et on peut comprendre aussi cette spiritualité de la réparation que Dieu a demandé à Marguerite Marie Alacoque, vous vous rappelez, donc à Paray-le-Monial, au XVIe siècle, XVIIe siècle, pardon, où il lui dit, voilà, eh bien, voici ce cœur qui a tant aimé le monde et qui n'a reçu en retour tant d'indifférence et d'ingratitude. Et ce cœur qui se donne dans l'Eucharistie, vous savez que dans les miracles eucharistiques, lorsqu'on analyse l'hostie qui est devenue chair, hein, quand il y a un miracle où l'hostie devient chair, on a eu le cas à Lanciano en 750, et cette chair est toujours là, on peut l'analyser aujourd'hui encore, ou encore à Buenos Aires en 1998 de mémoire, eh bien c'est toujours la chair du cœur. C'est Dieu donne son cœur, il donne son amour. C'est bouleversant. Et voilà, ce Dieu qui donne son cœur, qui donne son corps, son cœur, son amour, eh bien, il reçoit tant d'indifférence et d'ingratitude. Et il demande à des âmes qui le comprennent, eh bien, de le consoler. Voilà, bien, j'espère que nous allons le consoler ce dimanche en allant massivement à la messe et en recevant ce don merveilleux et en nous donnant en retour à notre Dieu et Seigneur qui nous a tant aimés, qui nous a donné son Fils Jésus-Christ et que celui-ci se donne par la puissance de l'Esprit Saint dans une simple hostie de pain. Il se donne à nous avec son corps, son âme et sa divinité. Merci Monseigneur pour ce très beau moment de partage. Merci Patrick et au revoir à vous chers amis auditeurs et bonne fête de l'Eucharistie, bonne fête, comme on dit, fête Dieu, et bien, et à très bientôt. Merci beaucoup chers auditeurs pour toute votre attention. Je rappelle la rediffusion de cette émission le dimanche à 13h, le mercredi à 9h30, un moment avec notre évêque. Sur 94.4 à Cayenne, 90.3 à Kourou, 95.7 à Saint-Laurent-du-Maroni, et également sur YouTube et Facebook. Vous pouvez également écouter la radio sur la page web radio-saint-gabriel-guyane.net. N'hésitez pas à poser vos questions à notre évêque sur radio-saint-gabriel@gmail.com ou sur WhatsApp au flux 594 694 07 17 02. Il vous répondra dans notre prochaine émission. Au revoir. C'était l'émission Un moment avec notre évêque, que vous retrouverez dimanche à 13h et mercredi à 9h30.